Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bienvenue dans ce journal de la synergie des médias. Les radios Inzamba Agateakawe, la radio publique africaine RPA et la télévision Renaissance, ensemble pour décortiquer la question en rapport avec les événements de 1972. Et oui, les événements de 1972 interprétés de manière différente par des Burundais, les uns voulant les instrumentaliser à des fins politiciennes. Que s'est-il réellement passé? Est-ce que le moment n'est pas venu pour mener des enquêtes afin de rétablir les responsabilités? Dans ce journal de la synergie des médias, nous écouterons les points de vue des uns et des autres, les témoignages des victimes et des associations de lutte contre le génocide. Ce journal de la synergie des médias sera réalisé par Janvier Ninina Hazoué et mis en onde par Innocent Kougimana. À la présentation, c'est le duo Josiane Mouzaneza et Jean-Georges Kibogora. Encore une fois, bienvenue du 29 avril 1972 au 29 avril 2019. 47 ans se sont écoulés depuis que les crimes sans nom ont été commis au Burundi, sans que la lumière ait été faite sur ce qui s'est réellement passé, laissant le champ libre aux diverses exploitations malhonnêtes, aux conséquences aussi mortifères que les événements de 1972. La radio Inzamba Agateakawe, la RPA et la télévision Renaissance se proposent d'apporter leur modeste contribution à la compréhension de ces sinistres événements qui continuent à être source de tensions et de crimes aujourd'hui encore. N'est-ce pas, Franck Kadz? Le Burundi a pris un virage désastreux depuis ce que les Burundais continuent d'appeler avec pudeur ou hypocrisie les événements de 72. Voici un bref rappel des faits. Le 29 avril 1972, un groupe d'extrémistes Hutus prétendant vouloir restaurer la République du Soleil déclenche une attaque essentiellement à la machette dans les communes du sud-est du pays. Ils massacrent tout Tutsi qu'ils croisent sur leur chemin. À Rumongue, Mabanda, Nyanzalak, Matiazo, les morts s'accumulent sur leur passage. Les hordes qui attaquent venaient de la Tanzanie et du Zaïre. Ils étaient burundais, d'autres congolais, partisans de Semialo et désiraient Laurent Kabila, d'où le slogan Maïmoulélé. Pendant ce temps, vers 20h, à Bujumbura, une tentative de prise de pouvoir est déclenchée. Elle coûtera la vie au garde du corps du président Michombero, le capitaine Kinyonvi et quelques autres personnes. Dans la même nuit du 29 au 30 avril, le dernier roi du Burundi, Nare V, est exécuté sommairement sur ordre des plus hautes autorités. À partir du 30 avril, se déclenche alors une contre-offensive de l'armée sous la houlette d'un état-major politico-militaire qui avait dissous le gouvernement dans la mi-journée du 29 avril. La suite, c'est une descente aux enfers jamais vue dans l'histoire du Burundi à cette date. Une répression sans limite contre l'élite Hutu dans tout le pays est déclenchée. Ministres, officiers, cadres administratifs, étudiants, élèves, enseignants et des citoyens ordinaires ont été exterminés juste parce qu'ils étaient Hutus. Ces crimes infâmes ont duré du 30 avril au mois de juillet. Des Tutsis ont également été tués par une machine tentaculaire de répression devenue complètement démente. Des veuves et des orphelins ont été spoliés de leurs terres, de leur argent et d'autres biens pour ceux qui en avaient. À ces exécutions sommaires succède une chape de plomb sur ce qui s'est passé au Burundi, les familles des victimes n'ayant même pas le droit de faire le deuil des leurs. Des fosses communes pilules, des centaines de milliers de réfugiés se déversent dans les pays voisins. 29 avril 1972, 29 avril 2019, et toujours pas de politique digne de ce nom pour que la vérité soit connue de tous les Burundais, pour que justice soit rendue, pour que les dizaines de milliers de morts jetés dans des fosses communes puissent avoir une sépulture digne d'êtres humains. Une situation d'absence de l'État qui laisse le champ libre à toutes sortes de spéculations, certains tirant chacun de son côté, tant du côté Hutu que du côté Tutsi. Merci bien Franck Kazié pour tous ces détails. Le massacre de 1972 dans les localités riveraines du lac Tanganyika visait strictement les Tutsis. Si l'on en croit le témoignage de l'un des rescapés de ces événements qui a voulu garder l'anonymat, comme il l'indique dans certaines localités, notamment à partir de Nyanzalak, jusqu'en commune de Kavezi, les extrémistes où tout se faisait appuyer par les mercenaires Moulélé venus du Zaïre, l'actuel RDC. Suivez.
abantu bavuye abanyekongo bavanze n'abarundi n'ibiki gutema baza bavuga Mai Murere no kuvuga yuko niyo bahura n'abasudani bari bibaza ko à Nyanza-Lac, ceux qui venaient du Congo pour tuer, confondus avec des Burundais, avaient comme slogan Mai Murere, Mai Murere. Mai Murere laissait entendre qu'une balle n'a aucun effet, même s'ils affronteraient les militaires. Ils sont donc entrés à Nyanza-Lac le soir du 29. Ainsi, le commandant du camp nommé Domitien Misigaro a d'abord désarmé tous les gendarmes, ensuite il a séparé les Hutus des Tutsis et enfin il a exécuté tous les Tutsis. Aucun gendarme n'a survécu à la brigade de Rumongue. Ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont par la suite progressé vers les localités de Nyanza-Lac, Mvugo, Miguruka et ils tuaient chaque Tutsi sur leur passage sans épargner les femmes et les enfants. À Rumongue, aucun fonctionnaire Tutsi ne leur a échappé puisqu'il y avait une réunion et même cette réunion n'a pas pris fin. L'administration enseignait à tous les citoyens Hutus à tuer et certains d'entre eux brandissaient et entonnaient cette idéologie. Il y régnait vraiment un climat malsain. C'est ainsi qu'une campagne de pacification a été amorcée à Rumongue et les délégués dans cette campagne sont aussi tombés dans les massacres. Il y a même un véhicule des reporters de la RTNB qui a été incendié et les journalistes à bord ont été tués. Ce qui prouve que cet événement avait été planifié à l'avance, c'est que par exemple à l'école primaire de Mutumba, depuis le 1er avril, on avait exigé à tous les écoliers d'amener à l'école des houes, des serpettes et machettes, soi-disant pour des travaux pratiques de l'agriculture. Celui qui n'obtempérait à l'ordre était renvoyé. Pire encore, antérieurement à la date du 29 avril, on plaçait devant les élèves en pleine classe un enfant Tutsi et un enfant Hutu pour par après démontrer les traits distinctifs qui existent entre les deux. Et selon une autre version des victimes, les massacres qui ont endeuillé le Burundi en 1972 est un génocide commis contre la population Hutu par les dirigeants de l'époque. Propos du président fondateur du collectif des survivants et victimes Hutu de ces massacres. Frédéric Nzeimana précise que les familles Tutsi qui ont été massacrées au sud du pays, notamment à Rumongue, ont été sacrifiées par les mêmes Ima dans l'objectif de décrocher un prétexte pour amorcer un génocide contre les Hutus. Suivez plutôt Frédéric Nzeimana. Il est président fondateur du collectif des survivants et victimes Hutus de 1972. s'est passé en 1972 est un génocide commis contre la population Hutu et elle est commise par un groupe de ceux qui étaient au pouvoir au Burundi que moi j'attribue au clan de Bahima. Les Tutsis admettent que le 29 des Hutus ont voulu attaquer des Tutsis et que eux ils se sont défendus et ont commis comme une répression excessive. Et alors, c'est comme s'il faut défendre ce match. J'aurais pu cette théorie, les Mahima, en 1912, ne se défendaient pas. Le tout nous ramène sur le mois de mars, quand Mananiye quitte le Burundi, prend son avion et s'en va chercher à l'étranger le dernier roi du Burundi, Ndarise, pour le ramener au Burundi. Quand il arrive, rapidement, il est emprisonné à Gitega, puis drôlement exécuté exactement au 29 avril avec cette accusation comme quoi il a voulu renverser l'institution de Bahima avec pour support l'ensemble des Bahutus du Burundi. Donc, Mananiye est allé chercher Ndarise pour créer le motif d'assassiner les Hutus en les accusant d'avoir comploté avec le roi pour renverser le gouvernement en place qui était celui de Bahima en ce moment. Le même grand de Bahima qui était exclu du pouvoir traditionnel a toujours souhaité gouverner le Burundi. C'est ce qu'ils ont fait, éliminer les Baganois, éliminer les Bahutus, c'est-à-dire éliminer toute forme d'opposition possible et future à leur pouvoir. Qu'est-ce que vous dites à propos des massacres de Tutsis à Rumongue? Les massacres de Tutsis à Rumongue sont réels. Les Tutsis ont été tués par des éléments. Il faut seulement savoir c'est qui exactement qui les a tués. Mais que des Tutsis ont été tués à Rumongue, que des Tutsis ont été tués à Bugizo ou à Bianda, ça c'est réel. Et c'est déplorable. Et ces familles Tutsis qui ont été assassinés en 1972, c'est là donc de se joindre finalement au collectif pour qu'on aille tous demander des comptes à ce gouvernement là finalement qui a planifié ça. Donc, dans notre logique, c'est aussi
qui ont été sacrifiés pour justifier une répression contre les Hutus dans le cadre du génocide planifié contre les Hutus. L'association de lutte contre le génocide, AC Génocide de Chirimoso, demande une enquête internationale pour les massacres commis en 1972. Emmanuel Nkurunziza, le représentant de cette association au Canada, regrette que le pouvoir de Bujumbura se fait passer pour victime alors que ce crime de droit international n'est pas encore élucidé. Puisque c'est un crime de masse et de droit international, ces massacres donc doivent être enquêtés et ces enquêtes doivent être menées par une commission internationale, c'est-à-dire complètement neutre. Il ne faudrait pas donc, ça c'est notre recommandation, que ces massacres soient accaparés par le gouvernement en place comme nous le constatons déjà. Donc il ne faut pas que le régime s'en approprie à des fins de propagande interne. Nous adressons donc de ce fait à l'Organisation des Nations Unies pour qu'elle constitue une commission d'enquête comme elle l'a fait en 1996 quand elle a nommé une commission qui a justement conclu aux actes de génocide contre les Tutsis après donc octobre 1993. Considérant que le régime en place est en passe de, comme je le disais tantôt, de s'approprier ces massacres, et nous lançons une alerte à la population d'abord, aux organisations ensuite, aux individus et puis de justice pour que justement on mette fin à cette situation parce que non seulement c'est une anticipation, on commémore ce qui n'a pas encore été enquêté, mais également et surtout c'est que c'est une falsification qui frôle même le négationnisme parce que ce qui est connu c'est que 72 il y avait un plan d'élimination, d'annihilation totale de Tutsis lancé par l'organisation ONU, qui est l'ancêtre du Frodebo, étant le père géniteur du CNDD-FDD en place aujourd'hui. Donc, une occasion de faire un clin d'œil parce que d'abord, la qualification du crime de génocide est du ressort, comme je le disais, du droit international. Oui, l'Assemblée actuelle, l'Assemblée nationale, je veux dire, ou le Sénat, peuvent prendre ces décisions, mais ce sera justement une classification qui ne peut que servir un régime en place et nullement la justice et plus jamais ça. C'était Emmanuel Nkurunziza, représentant de l'association AC Génocide Chirimoso, section Canada. Et les violences massives de 1972 ne peuvent pas être vues de la même façon par les Burundais, que ce soit chez les Hutus ou les Tutsis. Ce sont les propos d'Aloïse Batungwanayo, représentant légal de l'association pour la mémoire et la protection de l'humanité contre les crimes internationaux, AMEPESI en sigle. Aloïse Batungwanayo qui indique qu'après ce massacre d'État, l'État plutôt a interdit aux gens de dire ce qu'ils savent de ces massacres et d'empêcher les familles des victimes de pleurer les leurs. Pour lui, aussi longtemps que la justice n'est pas rendue, il y aura toujours des divergences sur cette crise de 1972. Suivez. On ne peut pas le voir de la même façon du fait que les pouvoirs publics de cette époque ont tout fait pour promouvoir l'oubli, pour interdire les gens d'en parler, pour interdire les familles des victimes d'observer les rituels autour de la mort. Ils n'ont pas fait le deuil, ils n'ont pas fait la levée de deuil, et donc aujourd'hui il y a une sorte de transmission de la mémoire blessée et une transmission de père en fils, ce qui veut dire que c'est une sorte de transmission de la mémoire vengeresse, une mémoire qui ne réconcilie pas du tout. Et il y a également ce qu'on appelle, ce que Jean-Pierre Chaumont appelle la concurrence des victimes, où tu trouveras que certains livres, certains documents et même des témoins vivants disent que 72 il y a eu un génocide commis contre les Batutsi, et d'autres disent que 72 il y a eu un génocide commis contre les Bahutus. Donc aujourd'hui il n'y a pas une vérité. Les pouvoirs publics n'ont rien fait pour favoriser la recherche de la vérité ou la justice, et donc les communautés burundaises font tout pour transmettre leur mémoire blessée, et une mémoire malheureusement qui ne fait qu'isoler une personne dans la coquille de son ethnie, de son clan. Et donc dès lors que
cette mémoire vengeresse se transmet de père en fils, malheureusement, il y a risque que les violences continuent à être répétitives, se répètent parce que la justice n'a pas été rendue aux victimes, la justice n'a pas tranché pour mettre à nu la lumière. La suite de ce journal de la synergie des médias, même si les Hutus ont été massacrés en grand nombre en 1972 par le gouvernement de la République du Burundi et l'armée, Zenoni Chainzi, un des intellectuels de l'époque, indique tout de même que le génocide a été commis contre les Tutsis. Zenoni Chainzi qui précise qu'il était cessé dire par la lettre que Yoweri Museveni a adressée en Nkurunziza, celle de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Burundi, et qu'il a vue lui-même. Trois catégories de preuves. La première, les témoins. Un des témoins clés dans cette affaire, c'est le président Museveni, un témoin oculaire. Il dit dans une lettre qu'il a envoyée au président Pierre Nkurunziza, où il explique clairement en disant, en 72, il y a eu génocide contre les Tutsis et ce sont les soi-disant rebelles, libérateurs qui ont commis ce génocide. Et il ajoute, je les avais avertis que leur cause n'était pas valable dans la mesure où ils pouvaient commettre un génocide avec les mourélistes, avec les Hutus rwandais. Deuxièmement, les preuves sont immenses, terribles, contre les auteurs de 1972. Je plonge dans les documents publiés par Wikileaks. Je trouve que l'ambassade des États-Unis à Bujumbura témoigne clairement qu'il s'agit d'un génocide qui s'exécute contre les Tutsis. Il cite un cas, celui de la mission dirigée par le père Xavérien de Murago, dans la province de Bururi. L'ambassadeur dit, dans cette paroisse de Murago, il y a eu des Tutsis qui se sont trompés, qui ont eu la mauvaise idée de prendre la fuite vers cette mission, 3000 environ, et de ces 3000, aucun n'a échappé. Pour ma part, je dirais aussi mon témoignage. J'ai vu, j'ai vécu de mes propres yeux, en 1972, il y a eu génocide contre les Tutsis. Qu'en est-il des Hutus qui ont été massacrés à cette époque en 72? Eh bien, il y a eu beaucoup de Hutus qui ont perdu la vie en 1972. Qui étaient les auteurs de ces massacres contre les Hutus? Eh bien, c'était le gouvernement, l'armée. Et pour l'ancien président du Burundi, Sylvestre Ntibantunganya, les événements de 1972 ont emporté des victimes tant dans le camp des Hutus que celui des Tutsis. Il regrette qu'il n'y a pas de courage d'aborder la question pour que la vérité soit connue. On l'écoute. Il faut que l'opinion cadre bien les faits avec aisance, objectivité et responsabilité. Dans les faits, dans ce que j'ai lu, dans ce que j'ai appris, dans ce que j'ai vu, parce que quand même à l'époque j'avais 16 ans, c'est qu'on a parlé au départ d'une rébellion au Hutu qui se serait manifestée particulièrement dans la partie sud du pays, notamment à Nyanzarak, à Rumongue, à Zanga, en tout état de cause. Ce qu'on a vu, c'est que cette rébellion poursuivait notamment des victimes Tutsis, qui ont évalué à l'époque, victimes entre 800 et 3000 personnes. Mais nous devons également rappeler que déjà à partir du 29 avril, il y avait des contradictions énormes au sein de ce que se disputait le pouvoir au sein de l'État, de manière que des assassinats ciblés de cadres et militaires Hutus ont commencé dès la nuit du 29 avril. Et cela a perduré et pendant pratiquement une longue période. Moi, je pense qu'on peut aller jusqu'à la fin du mois de juillet, début août 1973. Ce qui s'est passé alors, sous la conduite de l'État, a été qu'il y a eu une stratégie d'éradication, d'extermination des élites Hutus dans les structures politiques
militaire, économique, sociale, religieuse, partout. J'ai vu même qu'il y a eu de jeunes élèves des écoles secondaires qui ont été amenés à l'abattoir. J'ai vu qu'il y a eu des universitaires qui ont été amenés à l'abattoir. Il y avait donc une chasse organisée par l'État et menée par l'État à l'époque. Selon certaines sources, le chiffre des victimes est aussi entre 100 000 et 300 000 personnes. Dans ce que je regrette personnellement aujourd'hui, c'est que sur cette histoire, ce sombre passé, nous n'avons pas le courage d'aborder cela pour que la vérité soit définitivement fixée. Voilà, c'était Sylvestre Ntibantunganya, ancien président de la République du Burundi. La tentative de coup d'État de 1972 par les Hutus avait des visées génocidaires et c'est pourquoi la répression a été plus grave. C'est ce que déclare François Dupaquier, un écrivain qui a produit un livre sur les événements. Selon lui, la vérité des faits est occultée par des manipulations politiciennes de ceux qui n'ont pas de visée historique. Et suivez-le, il a été joint au téléphone par Audace Nimbona. Les actions menées par la mandature belge au Burundi comme au Rwanda avaient exacerbé les tensions ethniques, plus encore au Rwanda qu'au Burundi, puisque le Burundi avait résisté à l'établissement des cartes d'identité ethnique, mais pas pu résister à cette espèce de contagion de concurrence entre la vie politique au Rwanda et celle du Burundi. En 1972, après les crises précédentes, notamment 1963, 1969, etc., un petit groupe de réfugiés burundais en Tanzanie, assistés de personnes qui se trouvaient au Burundi, ont tenté un coup d'État le 29 avril 1972. Ce coup d'État avait des visées génocidaires puisque dans la soirée du 29 avril 1972, on a constaté des massacres génocidaires contre les Tutsis, aussi bien à Rumonge qu'à Nyanza-Lac, donc dans les zones qui ont été occupées par ce qu'on a appelé à ce moment-là les rebelles. Cette tentative de coup d'État qui a eu des prolongations à Bujumbura autour du camp militaire a échoué très rapidement. La répression a été terrible, que toute l'élite Hutu, pratiquement la totalité de l'élite Hutu du Burundi a été raflée et exterminée dans les semaines qui ont suivi. Donc la vérité des faits n'est pas très bien connue par les gens qui ne veulent pas connaître la vérité, parce que la vérité est tout à fait connue aujourd'hui grâce aux archives du Burundi, grâce aux témoignages que nous avons recueillis par l'enquête menée par Jean-Pierre Chrétien et moi-même depuis 1972 jusqu'à l'apparition de notre livre au bord des génocides paru en 2008, et connu par toutes les archives diplomatiques de cette époque qui sont maintenant accessibles, notamment les archives françaises, les archives belges, les archives américaines. Donc on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup d'incertitudes sur ce qui s'est passé réellement en 1972, simplement il y a encore aujourd'hui des manipulations politiques autour de ce fait par des personnes qui ont des visées politiques et non pas des visées historiques. Vous suivez toujours la synergie des médias Inzamba, RPA et Télévision Renaissance. Il est regrettable de constater l'inertie des différents gouvernements qui se sentent succédés au Burundi par rapport à la justice des victimes des crimes et massacres de 1972, indique Madame Rose Ndayahodze, une des victimes de ces événements. Pour elle, cette impunité notoire occasionnera la pérennisation de l'idéologie génocidaire, mais aussi la continuité des crimes contre l'humanité au Burundi. Suivez Madame Rose Ndayahodze, joint au téléphone par notre confrère Hermès Nibandetse. Nous avons été impuissants. À cette époque, c'était la confusion. Personne ne comprenait ce qui s'est passé. À cette époque, il n'y avait même pas le gouvernement pendant qu'on massacrait les gens, pendant les génocides. Il y avait envie de pouvoir, donc personne ne pouvait agir. Mais le gouvernement n'a jamais voulu faire justice parce que les gens qui étaient au gouvernement, il y a des individus qui ont organisé les génocides, mais comment pouvoir rendre justice alors que c'est ceux qui ont provoqué ces crimes. C'est de prendre la responsabilité face à ces crimes parce que s'il ne faut pas,
ça continue à créer des problèmes. Les gens vont continuer à s'entretuer, à s'accuser mutuellement, alors que les criminels sont là, on les connaît. On devrait les traduire en jeunesse, ils ne devraient accepter de continuer à vivre les situations causées par des individus irresponsables. Pierre Nkurunziza a voulu distraire les Burundais en politisant le dossier sur les massacres de 1972 pour faire oublier la crise actuelle liée à son troisième mandat. C'est l'avis d'Aloïse Niyoyita, orphelin de 1972. Il indique que l'actuel président Pierre Nkurunziza cherche à gagner la sympathie des victimes de la crise. On l'écoute. Pour moi, c'est une pire distraction. Et le problème, c'est que les Burundais sont en train de facilement tomber dans cette distraction. Depuis 2005, il est président du Burundi. Il a été élu, je n'ai jamais entendu parler de cette question de 1972. En 2010, il a été réélu. Je n'ai jamais entendu les Burundais parler de cette question de 1972. Ce n'est qu'après, avril 2015, quand il y a eu le problème de troisième mandat, que j'ai entendu les gens commencer à parler des histoires de 72, comme si, du coup, 72 réapparaissait. Alors maintenant, pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il aime vraiment les réfugiés de 1972 ou c'est parce qu'il veut tout simplement faire oublier le problème de troisième mandat? Mon problème, c'est lequel? Mon problème, c'est que la population, les Burundais et les médias, on semble avoir oublié quelle a été la cause du problème dans lequel le Burundi se trouve aujourd'hui. Et on parle de 72, une date qu'on n'avait pas parlé il y a toutes ces années, depuis 2005. Alors pour moi, ce n'est pas par l'amour du Burundais, c'est pas par son amour à moi qui suis orphelin de 72. Et je vous fais remarquer qu'il y a beaucoup d'orphelins de 1988, de 1993 et d'autres années dont on ne parlait pas. Est-ce qu'ils ne souffrent pas du fait d'être orphelins? Il y a des enfants qui sont dans ce que moi j'appelle des camps de concentration, les camps de déplacés intérieurs. Est-ce qu'eux n'ont pas besoin qu'on parle d'eux et qu'on leur rende justice? Ce discours ne commence qu'avec 2015, la date à laquelle a commencé les problèmes dans lesquels le Burundi se trouve aujourd'hui, qui a poussé plus de 500 000 personnes à se réfugier. Alors maintenant, il a voulu attirer la sympathie des Hutus depuis tout ce temps, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, il parle de 72 pour attirer la sympathie de ces orphelins de 72. Mais pourquoi est-ce qu'il n'en a pas parlé quand il était arrivé au pouvoir en 2005? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas parlé de ça en 2010? Qu'il arrête de mentir, ces orphelins de 72, comme quoi il les aime plus que les autres. Il n'en a pas parlé pendant ces dates-là. Ce n'est pas parce qu'il est en train d'en parler aujourd'hui que je le trouverais plus sympathique. Aloïse de Gonzague Niyoyita, il est orphelin de 1972. Et avant de clore, Jean-Claude Ngundwa, spécialiste en résolution pacifique des conflits, indique que toutes les preuves existent pour que la vérité soit connue au grand jour. Pour lui, c'est à cause du manque de volonté des responsables politiques depuis 1972 jusqu'à aujourd'hui que la vérité et la justice ne sont pas connues, suivies. Parce que le Burundi n'est pas à l'étape de chercher les moyens de trouver la vérité. Je pense que le Burundi a tout le nécessaire et le Burundi a tous les matériels nécessaires pour procéder à un processus de réconciliation nationale qui aboutisse à une vérité partagée, à une vérité qui réconcilie devant tout le monde. Mais ce qui a manqué depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, c'est un leadership qui est capable d'être devant le peuple pour l'amener à découvrir la vérité de leur histoire. Donc depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, Burundi a été sous des régimes où chaque régime recherche à avancer la vérité sur l'avantage. C'est la même chose qu'aujourd'hui. Donc, prendre la version de 72 seulement, c'est une façon de chercher à vaincre l'autre côté. Et cela n'avancera jamais le Burundi vers la réconciliation. Maintenant, par exemple, nous avons la guerre des monuments. Le monument de Kibimba, maintenant le monument du Taba, maintenant le monument de Nyambero. Et puis, il y aura d'autres monuments, d'autres histoires, d'autres écritures qui vont juste continuer à diviser le peuple. Je pense qu'il est temps que les Burundais utilisent les ressources qu'ils ont déjà. Parce que les ressources pour la réconciliation en abondance aujourd'hui. Ce qui manque seulement, c'est le leadership qui est capable à être responsable, à prendre la responsabilité et guider les Burundais vers une histoire partagée. Et cela a été bien défini, le processus a été bien défini. Ce qui manque seulement, c'est le leadership qui est capable de prendre cette responsabilité. Sinon, il n'y a pas de problème qu'on dirait qui empêche le Burundi à avancer vers la réconciliation. Tout est disponible. Ce qui nous manque seulement, c'est le leadership.
Voilà, c'est par là que nous mettons un point final à ce journal de la synergie des médias. Merci à vous tous qui nous avez prêté une oreille attentive. Merci à Janvier Ninina Hazoué pour la réalisation et à Innocent Koubimana pour la bonne collaboration technique. Ce journal vous a été présenté par Jean-Georges Kibogura et Josiane Mouzanedza. Ce fut un plaisir, Jean-Georges. Un plaisir partagé, Josiane. Au revoir et à la prochaine. Thank you.